Jade glissa la clé dans la serrure, les bras chargés de catalogues de fleurs et d'échantillons de tissus qu'elle avait passé l'après-midi à sélectionner. Dans 1 semaine exactement, elle épouserait Alexandre, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, celui qui lui avait promis un avenir construit ensemble loin des manipulations de sa famille parisienne. Elle sourit en imaginant sa robe ivoire, les bouquets de pivoine blanche, la petite salle intimiste qu'ils avaient réservée dans le marais. Alexandre n'était pas encore rentré du bureau. Parfait. Elle pourrait finaliser les plans de table sur son ordinateur, puisque le sien était en réparation depuis 2 jours. Elle s'installa à son bureau, alluma l'écran et ouvrit sa messagerie par réflexe. C'est là qu'elle le vit, cet email dont l'objet glaça son sang en une fraction de seconde. Confirmation virement. 180 000 €. Ses doigts tremblèrent sur la souris. Elle cliqua. Les mots s'affichèrent, nets et cruels. Son père avait écrit à Alexandre il y a 15 jours. Comme convenu, le virement est effectué sur ton compte. Mia peut te donner la vie que Sarah ne peut pas, tu le sais. Une belle carrière dans l'entreprise familiale, des connexions, un avenir solide. Ma fille comprendra un jour que c'était pour son bien. Discrétion absolue jusqu'à ce que tu annonces la rupture. Jade relut la phrase. Le souffle coupé. Sarah. Son père s'était même trompé de prénom dans sa précipitation à la sacrifier. Elle descendit ligne après ligne et découvrit la réponse d'Alexandre datée de 2 semaines. Merci pour votre confiance. Je m'occupe de tout cette semaine. Mia et moi avons déjà discuté des modalités. Le monde bascula autour d'elle. Les catalogues glissèrent de ses genoux et s'éparpillèrent sur le parquet, tandis qu'elle restait figée, le regard rivé sur l'écran, relisant encore et encore ces phrases qui détruisaient 3 années de sa vie. 180 000 €, le prix exact de son amour, de ses rêves, de sa confiance. Son père avait acheté sa solitude, et Alexandre l'avait vendue sans même hésiter. Elle entendit la clé tourner dans la serrure. Alexandre entra, dénoua sa cravate, et lui sourit comme si de rien n'était. « Tu es là, ma belle. J'ai pensé qu'on pourrait commander japonais ce soir. Qu'est-ce que tu en dis ?» Jade se leva lentement, le portable d'Alexandre serré entre ses mains tremblantes. Elle le lui tendit sans un mot, l'email affiché en plein écran. Le visage d'Alexandre se vida de ses couleurs. Il ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots dans un silence pesant. « Jade, je peux t'expliquer. Ce n'est pas... » « Pas quoi ?» Sa voix était étrangement calme, presque détachée. « Pas ce que je crois. Tu as accepté 180 000 € pour me quitter et épouser ma cousine. » C'est écrit noir sur blanc, Alexandre. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux et soupira comme si elle était celle qui compliquait tout, celle qui refusait de voir la logique implacable de sa trahison. « Écoute, sois réaliste 2 secondes. Ton père avait raison sur un point. Mia peut m'offrir une position dans l'entreprise, un réseau, une stabilité que toi... Enfin, tu travailles dans une petite agence de graphisme. On n'aurait jamais pu s'acheter un appartement décent à Paris avec nos 2 salaires. Donc c'était ça ? De l'argent ? C'était du pragmatisme. Bienvenue dans le monde réel. » Jade le regarda vraiment pour la première fois depuis 3 ans. Cet homme qu'elle avait cru connaître, qu'elle avait imaginé père de ses enfants. Elle ne vit qu'un étranger, petit et calculateur. Elle monta à l'étage, sortit son sac de voyage du placard et y fourra ses affaires essentielles avec des gestes rapides et déterminés. Alexandre la suivit en tentant de justifier, de minimiser, de négocier comme on négocie un contrat. Elle ne l'écoutait plus. En 20 minutes, elle effaça toute trace de sa présence dans cet appartement qui n'avait jamais vraiment été le sien. Sur le pas de la porte, Alexandre osa murmurer une dernière phrase, celle de trop. « Tu aurais fait pareil à ma place, Jade. » Elle le fixa droit dans les yeux, la main sur la poignée. « Non, Alexandre. Jamais. » Elle claqua la porte, dévala les escaliers et sortit dans la nuit parisienne. Ses jambes tremblaient, son cœur cognait dans sa poitrine comme un tambour fou. Elle s'assit sur un banc, sortit son téléphone et envoya un message groupé à sa famille, ses doigts glissant sur l'écran malgré les larmes. « Je sais tout. Ne me cherchez pas. » Puis elle éteignit son portable et pleura jusqu'à l'aube, seule sur ce banc, pendant que sa vie s'effondrait en silence. Jade ouvrit les yeux dans la chambre d'hôtel minuscule qu'elle avait réservée à 3 heures du matin, les paupières gonflées par les larmes et le corps brisé par une nuit sans sommeil.
La lumière grise du petit matin filtrait à travers les rideaux fins, projetant des ombres tristes sur les murs décrépits. Elle se redressa péniblement, chaque mouvement lui rappelant que sa vie venait de basculer dans le vide en l'espace de quelques heures. Son téléphone vibrait sans interruption depuis qu'elle l'avait rallumé. 43 appels manqués, 27 messages. Sa mère, son père, même Mia qui osait la contacter avec des excuses pathétiques. Elle lut le dernier message de sa mère, envoyé à 6 heures du matin. « Jade, ton père voulait juste assurer ton avenir. Alexandre n'était pas fait pour toi, tu comprends? Mia et lui sont mieux assortis. Rentre à la maison, on va en discuter calmement. » Jade sentit la nausée monter dans sa gorge. Il minimisait, justifiait, arrangeait la réalité comme toujours. Elle bloqua tous les numéros d'un geste sec, effaça les messages sans les lire et glissa le téléphone dans sa poche. Plus jamais elle ne leur donnerait le pouvoir de la détruire. Dans les jours qui suivirent, Jade découvrit la face cachée de Paris, celle des petites chambres de bonne sans ascenseur, des supermarchés discount où elle comptait chaque centime, des regards indifférents dans le métro bondé. Elle démissionna de l'agence de graphisme familiale par email, 3 lignes froides et professionnelles qui coupèrent le dernier lien avec son ancienne vie. Son patron, un ami de son père, ne répondit même pas. Avec ses économies ridicules de 3 000 €, elle savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps à Paris. Elle passa ses soirées sur son ordinateur portable, assise dans des cafés bon marché, à chercher des opportunités ailleurs. Lyon apparut comme une évidence. Une ville où personne ne la connaissait, où elle pourrait disparaître et renaître loin des regards toxiques de sa famille. 2 semaines après la trahison, Jade monta dans un TGV avec ses 2 valises cabossées, direction Lyon. Elle avait trouvé un canapé chez Léa, une ancienne collègue de stage qui avait accepté de l'héberger temporairement. Le trajet dura 2 heures pendant lesquelles elle regarda défiler les paysages par la fenêtre, le front appuyé contre la vitre froide, se demandant si elle faisait le bon choix ou si elle fuyait simplement comme une lâche. Léa l'accueillit avec une chaleur sincère qui fit monter les larmes aux yeux de Jade. Un studio de 30 mètres carrés dans le 3e arrondissement, un canapé-lit défoncé, mais un sourire sans arrière-pensée. « Tu restes le temps qu'il faut », lui dit Léa en lui tendant une tasse de thé. Pas de questions, pas de jugement. Les premiers mois furent une descente aux enfers silencieuse. Jade enchaîna les petits boulots, serveuse dans un restaurant italien, caissière dans une supérette de nuit, distributrice de flyers dans la rue par tous les temps. Elle rentrait épuisée, s'écroulait sur le canapé et fixait le plafond en essayant de ne pas penser à ce qu'aurait dû être sa vie. Parfois, dans ces moments de faiblesse, elle ouvrait Facebook et tombait sur des photos d'Alexandre et Mia, officiellement en couple, souriant, heureux. Mia portait la bague que Jade avait elle-même choisie avec Alexandre 6 mois plus tôt, cette bague en or blanc qu'elle avait trouvée si parfaite. Un soir, elle s'autorisa à pleurer pour la dernière fois, recroquevillée dans la douche minuscule de Léa, l'eau chaude mêlée à ses larmes. Puis elle se releva, s'essuya le visage et prit une décision. Elle ne passerait pas sa vie à survivre dans l'ombre de ceux qui l'avaient trahie. Elle allait se reconstruire, pierre par pierre, même si cela devait lui prendre des années. Le lendemain matin, Jade s'inscrivit à une formation intensive en design UX et UI, un domaine qu'elle avait toujours voulu explorer, mais que son père jugeait trop risqué. 8 mois de cours du soir, 80 heures par semaine entre ses jobs alimentaires et les études. Elle dormait 4 heures par nuit, se nourrissait de pâtes et de café, mais pour la première fois depuis des mois, elle sentait quelque chose renaître en elle. Une étincelle, une rage froide transformée en carburant. Léa la regardait travailler jusqu'à 2 heures du matin, penchée sur son ordinateur, les yeux rougis par la fatigue et la lumière bleue de l'écran. « Tu vas te tuer à ce rythme, Jade. »« Non, » répondit-elle simplement sans lever les yeux. « Je vais renaître. » 6 mois après son arrivée à Lyon, Jade termina sa formation avec les félicitations du jury. Elle avait créé un portfolio impressionnant qui lui permit de décrocher un entretien dans une start-up prometteuse spécialisée dans les applications de santé mentale. Le jour de l'entretien, elle se regarda dans le miroir et vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Plus mince, plus dure, mais debout. Elle obtint le poste. Junior, mal payé, mais c'était un début.
Un vrai début construit sur ses propres forces, et non sur les connexions familiales ou les arrangements sordides. Le soir même, elle envoya un message à Léa qui était en déplacement. « J'ai le job. Je déménage le mois prochain. Merci pour tout. » Puis elle s'assit sur le canapé défoncé qu'il avait accueilli dans ses pires moments et pleura. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Des larmes de soulagement, de fierté naissante, d'espoir fragile. 18 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où Jade avait fui Paris avec 2 valises et un cœur en miettes. Debout devant la baie vitrée de son nouveau bureau, elle observait Lyon s'éveiller sous un ciel d'automne, les toits orangés brillant sous la lumière dorée du petit matin. Elle portait un tailleur pantalon noir qu'elle avait acheté avec son premier vrai salaire, ses cheveux attachés en un chignon strict qui lui donnait 10 ans de plus et toute la crédibilité dont elle avait besoin. La start-up où elle avait commencé comme junior designer avait explosé en 1 an et demi. Jade y était pour beaucoup. Elle travaillait comme une forcenée, arrivait la première et partait la dernière, proposait des projets innovants pendant que les autres se contentaient d'exécuter les tâches assignées. Son talent brut, combiné à sa détermination féroce, avait rapidement attiré l'attention de Marc, le directeur créatif, un homme de 40 ans au regard perçant qui ne laissait rien passer, mais qui savait reconnaître le potentiel quand il le voyait. Un soir, après une présentation client particulièrement réussie où Jade avait sauvé un contrat que tout le monde croyait perdu, Marc l'avait invité à boire un verre dans un bar tranquille, près des quais du Rhône. « Tu bosses comme si ta vie en dépendait », observa-t-il en sirotant son whisky, les yeux fixés sur elle avec cette curiosité bienveillante qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « C'est le cas », répondit-elle simplement sans détourner le regard. Il n'insista pas, respectant son silence, et ils parlèrent jusqu'à 3 heures du matin de design, d'ambition, de peur et de rêves avortés. Marc raconta son propre divorce brutal 5 ans plus tôt, sa femme qui était partie avec son meilleur ami en lui laissant les dettes et la honte. Jade évoqua vaguement une rupture difficile, sans entrer dans les détails sordides, incapable encore de prononcer les mots à voix haute. Pas de romance entre eux, juste une connexion humaine vraie et rare, celle de 2 écorchés vifs qui reconnaissaient leurs cicatrices respectives. Pour la première fois depuis des mois, Jade rit sincèrement, un rire qui venait du ventre et qui lui fit mal tant elle avait oublié cette sensation de légèreté. Les mois suivants, la start-up leva 3 millions d'euros auprès d'investisseurs impressionnés par l'application de santé mentale qu'il développait. Jade fut promue chef de projet avec une augmentation substantielle qui lui permit enfin de quitter le studio miteux qu'elle louait et de s'installer dans un vrai appartement, petit mais lumineux, dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle acheta des meubles d'occasion, accrocha des cadres au mur, installa des plantes vertes sur le rebord de la fenêtre. C'était le premier espace qui lui appartenait vraiment, construit avec son propre argent gagné à la sueur de son front. Elle évitait soigneusement les réseaux sociaux, avait bloqué tous les membres de sa famille, refusait systématiquement les appels masqués. Ses parents avaient tenté de la joindre pendant les 6 premiers mois, puis les tentatives s'étaient espacées avant de cesser complètement. Elle était devenue un fantôme pour eux, rayée de l'existence familiale, aussi facilement qu'on efface un nom d'un testament. Parfois, dans ces moments de solitude nocturne, Jade se demandait si elle avait bien fait de tout quitter ainsi, de couper tous les ponts sans regarder en arrière. Puis, elle se souvenait du chèque de 180 000 €, du sourire calculateur d'Alexandre, du mépris dans les yeux de son père, et la réponse s'imposait d'elle-même avec une clarté brutale. Un matin de novembre, alors qu'elle vérifiait ses emails professionnels en buvant son café, Jade reçut un message inattendu qui fit trembler sa main. Un faire-part de mariage. Son frère Thomas se mariait dans 6 mois à Paris. L'enveloppe contenait un mot manuscrit. « Jade, je ne me marie pas sans toi. S'il te plaît, je sais ce qu'ils t'ont fait et je ne les ai jamais pardonnés. Mais moi, je ne t'ai pas trahi. Reviens, ne serait-ce qu'un jour. Thomas. » Elle posa le faire-part sur sa table basse et le fixa pendant 1 semaine entière sans pouvoir se décider. Thomas, son petit frère de 5 ans son cadet, le seul qui avait pris sa défense à l'époque, le seul qui avait tenté de la contacter avec sincérité pendant les premiers mois, avant qu'elle ne lui demande d'arrêter pour pouvoir guérir en paix. Retourner à Paris signifiait affronter son père, croiser Alexandre et Mia, replonger dans ce monde toxique dont elle s'était si difficilement extraite. Mais c'était aussi Thomas,
le seul lien familial qui méritait encore d'être préservé. Finalement, un soir après le travail, elle décrocha son téléphone et composa le numéro de son frère qu'elle n'avait pas effacé malgré tout. « Jade ?» La voix de Thomas tremblait d'émotion. « Je viens », dit-elle simplement. « Mais je repars le soir même. » Le faire-part resta posé sur la table basse de Jade pendant 3 semaines, comme un reproche silencieux qu'elle ne pouvait ni ignorer ni affronter. Chaque matin, en partant travailler, elle le voyait du coin de l'œil, ce rectangle de carton crème orné de lettres dorées qui représentait tout ce qu'elle avait fui. Chaque soir en rentrant, elle le contournait soigneusement, incapable de le jeter, mais refusant de prendre une décision définitive. Thomas l'appelait 1 fois par semaine, jamais insistant, toujours respectueux de ses silences. Il lui parlait de sa fiancée Amélie, une professeure de français qu'il avait rencontrée dans un club de lecture, de leurs projets modestes et sincères, si différents des ambitions vulgaires qui animaient le reste de la famille. Il ne mentionnait jamais leurs parents, ni Alexandre, ni Mia, comme si ces fantômes n'existaient pas dans leur conversation protégée. « Je ne te demande pas de leur pardonner, Jade », avait-il murmuré lors de leur dernier appel, la voix chargée d'une émotion qu'il peinait à contenir. « Je te demande juste d'être là pour moi. 1 journée, quelques heures, puis tu repars et je ne t'en voudrai jamais si tu ne reviens plus. Mais je ne peux pas me marier sans ma grande sœur. » Ces mots avaient fissuré quelque chose dans la cuirasse que Jade s'était construite. Elle avait fermé les yeux, respiré profondément et prononcé le oui qu'elle savait inévitable depuis le début. Pendant ce temps, la vie professionnelle de Jade atteignait des sommets qu'elle n'aurait jamais osé imaginer 2 ans plus tôt. La start-up venait d'être rachetée par un grand groupe pharmaceutique pour 15 millions d'euros. Marc devenait directeur créatif de la nouvelle division digitale et lui proposait de le suivre comme directrice artistique associée avec un salaire qui la laissa sans voix. À 30 ans tout juste, elle gagnait plus en 1 mois que ce qu'elle avait gagné en 1 an dans l'agence familiale. Elle s'offrit une garde-robe élégante, dans des boutiques où elle n'aurait jamais osé entrer avant, des pièces modernes et épurées aux antipodes de la fille effacée qu'elle avait été. Un tailleur crème, une robe verte émeraude qui faisait ressortir ses yeux, des escarpins noirs vertigineux qui lui donnaient une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Devant le miroir de la boutique, elle ne reconnut pas son reflet, et cette étrangère lui plut infiniment plus que l'ancienne Jade. Marc remarqua sa transformation silencieuse et comprit sans qu'elle n'ait besoin d'expliquer. « Tu retournes à Paris », constata-t-il un matin en la croisant dans le couloir, son café à la main. « Le mariage de mon frère. Montre-leur qui tu es devenu. Pas par arrogance, juste par existence. » Ces mots résonnèrent en elle pendant les semaines qui suivirent. Pas de vengeance théâtrale, pas de scène dramatique, juste exister pleinement dans sa nouvelle vie et laisser le contraste parler de lui-même. La veille du mariage, Jade prit le TGV pour Paris avec un sentiment étrange de détachement, comme si elle se regardait vivre de l'extérieur. Elle avait réservé une chambre d'hôtel dans le Marais, refusant catégoriquement de dormir dans la maison familiale. Le trajet passa dans un brouillard anxieux, où elle répéta mentalement des dialogues neutres, des sourires polis, des phrases creuses qui ne révéleraient rien de ses cicatrices encore sensibles. Elle s'habilla avec soin le matin du mariage, appliquant son maquillage avec une précision chirurgicale, attachant ses cheveux en un chignon sophistiqué qui lui donnait 10 ans de maturité. La robe vert émeraude tombait parfaitement sur son corps, plus mince qu'avant, sculptée par les mois de stress et de reconstruction. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir de l'hôtel et se fit une promesse silencieuse. Tenir 3 heures sans craquer, féliciter Thomas, puis disparaître avant que les fantômes ne deviennent trop envahissants. Le taxi la déposa devant la salle de réception, un lieu élégant dans le 16e arrondissement avec des jardins à la française et des lustres en cristal. Jade sortit de la voiture, inspira profondément l'air frais de ce matin de juin et franchit le seuil. La salle bruissait déjà de conversation et de rires. Elle avança vers l'entrée, ses talons claquant sur le marbre avec une assurance qu'elle devait feindre à chaque pas. Puis elle poussa la porte de la salle principale et pénétra dans l'espace lumineux où une centaine d'invités bavardaient par petits groupes. Les conversations s'arrêtèrent net, les têtes se tournèrent, le silence se propagea comme une onde de choc dans toute la pièce. Jade sentit tous les regards converger vers elle, lourds de stupeur et de jugement non formulés. Elle sourit, releva légèrement le menton
et avança vers son frère qui se tenait près de l'autel improvisé, les yeux brillants d'émotion. Le silence dura 3 secondes interminables, pendant lesquelles Jade sentit chaque paire d'yeux la scanner de la tête aux pieds, jaugeant la transformation, cherchant les traces de la fille brisée qu'il s'attendait à trouver. Mais elle avança d'un pas assuré, le menton relevé, le regard droit devant elle, refusant de leur donner la satisfaction de la voir trembler. Thomas traversa la salle en courant presque et la serra dans ses bras avec une force qui lui coupa le souffle. « Tu es venu, » murmura-t-il contre son oreille, la voix étouffée par l'émotion. « Tu es vraiment venu. »« Je t'avais promis, » répondit-elle simplement en lui rendant son étreinte. Autour d'eux, les murmures explosèrent comme un barrage qui cède. Les oncles et tantes qu'elle n'avait pas vus depuis 2 ans la fixaient avec ce mélange de curiosité malsaine et de gêne hypocrite qui caractérise les réunions de famille après un scandale. Jade les ignora tous et se concentra sur le sourire radieux de son frère. Puis, elle les vit. À une table d'honneur près de l'estrade, Alexandre et Mia étaient assis côte à côte, lui en costume gris anthracite impeccable, elle en robe rose poudrée, qui moulait son ventre légèrement arrondi. Enceinte, Jade sentit une vague de nausée monter dans sa gorge, mais respira profondément, ancrant ses pieds dans le sol, refusant de vaciller. Elle détourna le regard avec une indifférence calculée et se laissa guider par Thomas vers une table à l'écart où elle pourrait observer sans être au centre de l'attention. Durant le cocktail qui précédait la cérémonie, Jade resta en périphérie, acceptant une coupe de champagne qu'elle ne but pas, répondant par des sourires polis aux quelques cousins qui osèrent l'approcher. Les questions fusaient, prévisibles et irritantes. « Alors Jade, que deviens-tu ? Tu habites toujours Paris ? On ne te voit plus aux réunions familiales. » Elle resta évasive, courtoise, distante, ne leur donnant rien de substantiel à se mettre sous la dent. Elle travaillait dans le digital à Lyon. Oui, cela se passait bien. Non, elle ne comptait pas revenir à Paris. Des réponses courtes qui ne laissaient aucune prise. Puis Mia s'approcha. Un sourire faussement chaleureux plaqué sur son visage parfaitement maquillé. Une main protectrice posée sur son ventre rebondit comme un bouclier contre toute confrontation. « Jade !» La voix de Mia était trop aiguë, trop enthousiaste. Une performance mal jouée. « Ça fait si longtemps. Tu as l'air en forme. Vraiment. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Le sous-texte était transparent comme du verre. Surprise qu'elle ne soit pas restée brisée dans un coin. Surprise qu'elle ait eu le culot de revenir. Surprise qu'elle ait l'air de s'en être sortie. Jade la regarda droit dans les yeux, son visage ne trahissant aucune émotion. « Merci Mia. Toutes mes félicitations pour ton mariage et ta grossesse. » Le ton était glacial, professionnel, définitif. Pas d'hostilité apparente, juste une politesse vide qui faisait plus mal qu'une insulte. Mia cligna des yeux, déstabilisée par cette Jade qu'elle ne reconnaissait pas, cette femme froide et maîtresse d'elle-même qui ne ressemblait en rien à la fille naïve qu'elles avaient reconnue. Alexandre observait la scène de loin, appuyé contre le bar, son verre de whisky serré entre ses doigts. Jade sentit son regard insistant sur elle, mais refusa de lui accorder ne serait-ce qu'un coup d'œil. Il n'existait plus pour elle, effacé de sa mémoire comme on efface une erreur sur un tableau blanc. Son père finit par l'intercepter, alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes, pour respirer quelques minutes, loin de cette atmosphère étouffante. Karim se planta devant elle dans le couloir, bloquant le passage, son visage marqué par 2 années de plus, et quelque chose qui ressemblait vaguement à de la gêne. « Jade !» commença-t-il d'une voix rauque qu'elle ne lui connaissait pas. « Il faut qu'on parle. » Elle le regarda sans ciller, attendant qu'il continue, ne lui facilitant rien. « Tu ne peux pas débarquer comme ça sans prévenir et faire comme si de rien n'était. C'est le mariage de Thomas, » répondit-elle d'une voix neutre. « J'ai été invitée par mon frère. Je n'ai prévenu personne d'autre parce que personne d'autre ne mérite de savoir où je suis et ce que je fais. » Il tenta la culpabilité, cette vieille arme familiale qu'il maniait si bien. « Tu nous as tourné le dos pendant 2 ans. Ta mère a pleuré. Elle s'inquiétait pour toi. » Jade sentit la colère monter, mais la contint avec une maîtrise qu'elle avait apprise à la dure. « Vous m'avez vendu pour 180 000 €, papa. Vous avez payé mon fiancé pour qu'il me quitte et épouse ma cousine. Vous attendiez quoi exactement? Des remerciements? Une carte postale de Lyon ?»
Le visage de son père se vida de ses couleurs. C'était pour ton bien, pour la stabilité de la famille, pour votre bien, coupa-t-elle sèchement. Pour que Mia intègre la famille, pour les connexions d'affaires de son père, pour les apparences. J'étais juste un obstacle à éliminer, un dommage collatéral acceptable. Le silence tomba entre eux, lourd et définitif. Son père ouvrit la bouche puis la referma, incapable de trouver les mots pour justifier l'injustifiable. Jade le contourna et continua son chemin vers les toilettes. « Profitez de votre soirée », lança-t-elle sans se retourner. « Je pars après le dîner. » Jade s'enferma dans les toilettes et s'appuya contre le lavabo en marbre froid, les mains crispées sur le rebord, respirant profondément pour calmer les tremblements qui menacèrent de la submerger. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme au visage pâle mais aux yeux secs. Une femme qui tenait debout malgré la tempête qui rugissait à l'intérieur. Elle se repassa de l'eau froide sur les poignets, refit son rouge à lèvres d'une main ferme et sortit la tête haute. Thomas l'attendait dans le couloir, inquiet. « Ça va ? Papa t'a coincé ? » « Je gère, » répondit-elle en lui pressant l'épaule. « Retourne auprès d'Amélie. C'est ton jour. Ne t'occupe pas de moi. » La cérémonie commença dans une atmosphère chargée d'émotions contradictoires. Jade s'assit au fond de la salle, loin de ses parents qui occupaient le premier rang avec des sourires figés. Elle écouta les vœux de Thomas et Amélie, des promesses simples et sincères qui lui serrèrent le cœur. Son frère avait réussi là où elle avait échoué, trouver quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'il était et non pour ce qu'il pouvait apporter. Durant le dîner, elle fut placée à une table éloignée avec des cousins lointains qu'elle connaissait à peine. Un choix délibéré de sa mère pour l'isoler du reste de la famille. Jade s'en fichait. Elle mangea peu, répondit poliment aux questions banales et compta mentalement les minutes qui la séparèrent de sa fuite légitime. Alexandre ne cessait de la regarder depuis sa table. Elle sentait son regard insistant, presque suppliant, mais refusait obstinément de croiser ses yeux. Il n'était plus qu'un fantôme, une erreur de jeunesse qu'elle avait effacée de son existence. Mia, à ses côtés, picorait son assiette d'un air boudeur, visiblement contrariée par l'attention que son mari portait à son ancienne fiancée. Après le dessert, Jade sortit prendre l'air dans les jardins éclairés par des guirlandes lumineuses. Elle marchait entre les massifs de roses blanches quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna. Alexandre se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches, l'air hésitant. « Jade, attends, s'il te plaît. » Elle soupira, épuisée par cette journée qui n'en finissait pas. « Qu'est-ce que tu veux, Alexandre ?» Il s'approcha maladroitement, cherchant ses mots comme un adolescent pris en faute. « Je voulais m'excuser. Pour tout. Pour la manière dont ça s'est passé. » Jade le regarda fixement, incrédule. « Maintenant ? Tu veux t'excuser maintenant ? 2 ans après ? Ta femme enceinte est à 20 mètres d'ici. Je sais que le timing est mauvais, mais... » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « J'ai fait une erreur, Jade. Une énorme erreur. Tu me manques. On était bien ensemble. » Elle éclata d'un rire sans joie qui résonna dans le jardin silencieux. « Non, Alexandre. On n'était pas bien. Tu m'as quitté pour de l'argent. Tu as accepté 180 000 € pour me trahir. Et maintenant tu regrettes parce que quoi ? Parce que Mia n'est pas aussi facile à manipuler que moi ? Parce que ta belle carrière dans l'entreprise familiale ne compense pas ce que tu as perdu ? » Il tenta de se rapprocher, la voix plaintive. « Tu as changé. Tu es différente, plus forte, plus impressionnante. » « Oui, » répondit-elle calmement. « J'ai dû le devenir. J'ai dû apprendre à survivre sans toi, sans ma famille, sans rien. Et tu sais quoi ? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Vous m'avez tous rendu service en me montrant qui vous étiez vraiment. » Mia apparut soudain au détour d'une allée, le visage crispé par la colère et la jalousie. « Alexandre ? Tout va bien ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Jade lui adressa un sourire poli, glacial, parfaitement maîtrisé. Il me présentait ses excuses. « C'est fait maintenant. Bonne soirée à vous deux. Profitez bien de votre vie ensemble. » Elle les dépassa sans un regard en arrière, ignorant le visage désespéré d'Alexandre et la mine satisfaite de Mia qui venait de récupérer son trophée. Jade retourna dans la salle où la soirée battait son plein, chercha Thomas du regard et le trouva sur la piste de danse avec Amélie. Il la rejoignit quelques minutes plus tard, essoufflé et heureux. « Tu t'en vas déjà ? J'ai tenu ma promesse.
dit-elle en l'embrassant sur la joue. Sois heureux, Thomas, tu le mérites. Reste encore un peu. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. Thomas l'entraîna à travers la foule des invités jusqu'à un homme d'une trentaine d'années qui discutait avec un groupe près du bar. Grand, élégant dans un costume bleu marine impeccable. Il riait d'une plaisanterie avec ce naturel qu'ont les gens à l'aise partout. Quand il se tourna vers eux, Jade remarqua ses yeux noisettes chaleureux et son sourire franc qui illuminait tout son visage. « Jade, je te présente Julien, mon témoin et meilleur ami depuis l'université. Julien, ma sœur dont je t'ai tant parlé. » Julien tendit la main avec un sourire sincère qui ne ressemblait en rien au sourire calculateur qu'elle avait croisé toute la soirée. « Enchantée, Jade. Thomas m'a dit que tu travaillais dans le design à Lyon. J'adore cette ville. J'y ai vécu 3 ans pendant mes études d'architecture. » La conversation s'engagea naturellement, loin du drame familial et des regards inquisiteurs. Julien était architecte spécialisé dans la rénovation de bâtiments historiques, passionné par l'alliance entre patrimoine et modernité. Ils parlèrent créativité, projet, ambition, Lyon et ses traboules, les compromis entre vision artistique et contraintes techniques. Pour la première fois de la soirée, Jade oublia où elle était et pourquoi elle avait tant redouté de venir. « Thomas m'a raconté un peu ton parcours, » dit Julien après quelques verres. « Partir à zéro et réussir comme tu l'as fait, c'est impressionnant. Ça demande un courage que peu de gens ont. » Jade sourit, touchée par la sincérité dans sa voix. « Je n'avais pas vraiment le choix. Mais oui, je suis fière de ce que j'ai construit. Enfin, tu danses ?» proposa-t-il soudain en désignant la piste où les invités évoluaient sur une musique jazz entraînante. Elle hésita une seconde, puis accepta, se laissant guider vers la piste. Danser avec Julien était facile, naturel, sans les complications qui empoisonnaient tout le reste de cette soirée. En tournant, elle croisa le regard de son père figé près du buffet, celui de Mia dont les lèvres se pinçaient en une moue jalouse, celui d'Alexandre qui la fixait avec une intensité dérangeante. Mais pour la première fois, elle ne ressentit que de l'indifférence. Ils appartenaient à un passé qu'elle avait enterré. « Tu es ailleurs », murmura Julien en ralentissant le pas. « Non, je suis exactement là où je dois être. » La musique ralentit et ils restèrent quelques secondes face à face, un sourire partagé entre eux. Une connexion fragile mais réelle qui naissait dans le chaos d'une soirée qu'elle voulait fuir. « Je repars demain matin pour Lyon », dit Jade en quittant la piste. « Mais j'ai passé un excellent moment à discuter avec toi. Je peux avoir ton numéro ?» demanda Julien sans détour, sans jeu ni calcul. « J'aimerais qu'on reste en contact. Peut-être prendre un café à Lyon quand j'y passe pour un projet. » Jade sortit son téléphone et lui donna son numéro, surprise de constater qu'elle en avait envie, qu'elle était prête à laisser entrer quelqu'un de nouveau dans sa vie reconstruite. La soirée se termina dans une ambiance joyeuse, où Jade put enfin respirer. Elle embrassa Thomas une dernière fois, félicita Amélie chaleureusement et ignora complètement ses parents qui tentèrent une dernière approche qu'elle esquiva avec élégance. Dans le taxi qui la ramenait à son hôtel, elle regarda Paris défiler par la fenêtre, cette ville qui l'avait brisée et qui ce soir lui avait rendu quelque chose d'inattendu, sa liberté totale, la certitude qu'elle n'avait plus rien à prouver à personne, qu'elle était devenue quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. Son téléphone vibra. Un message de son père. « Il faut qu'on se voie demain matin avant que tu repartes. S'il te plaît. » Elle hésita longuement puis répondit simplement « 10 heures. Café Le Bonaparte près de Saint-Germain. 1 heure maximum. » Puis un second message apparut, de Julien cette fois. « J'ai adoré te rencontrer, Jade. À très bientôt, j'espère. » Elle sourit dans l'obscurité du taxi, tapota une réponse rapide et rangea son téléphone. Demain, elle affronterait son père une dernière fois, puis elle rentrerait à Lyon, dans sa vraie vie, celle qu'elle avait construite de ses propres mains. Et peut-être, juste peut-être, elle laisserait une place à quelqu'un comme Julien, quelqu'un qui la voyait telle qu'elle était vraiment, et non comme ce qu'elle aurait dû être. Le taxi s'arrêta devant son hôtel. Jade paya, sortit dans l'air frais de la nuit parisienne, et leva les yeux vers le ciel étoilé. Pour la première fois depuis 2 ans, elle se sentit légère. Jade arriva au café Le Bonaparte avec 10 minutes d'avance, commandant un café qu'elle sirota lentement en observant les passants de Saint-Germain qui déambulaient dans la douceur du dimanche matin. Elle portait un jean et un chemisier blanc simple, ses cheveux détachés sur ses épaules,
débarrassée du costume d'armure qu'elle avait revêtu la veille. Son père arriva à l'heure précise, vieilli de 10 ans en 2 années, les épaules voûtées et le regard fuyant. Il s'assit en face d'elle sans commander, les mains croisées sur la table comme un homme qui s'apprête à avouer un crime. Le silence s'étira pendant 1 minute entière avant qu'il ne trouve enfin les mots. « Je ne savais pas comment te parler depuis 2 ans. » Sa voix était rauque, brisée. J'ai cru bien faire à l'époque. J'ai pensé qu'Alexandre n'était pas assez bien pour toi, que Mia et lui étaient mieux assortis, que tu trouverais quelqu'un d'autre rapidement. Il leva enfin les yeux vers elle. J'ai eu tort, complètement tort. Jade resta silencieuse, ne lui facilitant rien, attendant qu'il continue. Ta mère et moi avons réalisé trop tard ce qu'on avait fait. Quand tu es parti sans laisser d'adresse, quand tu as coupé tous les ponts, j'ai compris qu'on t'avait perdu pour de bon. Vous m'avez vendu, papa, dit-elle calmement, sans colère, juste avec une clarté froide, comme un objet dont on se débarrasse pour faire de la place à quelque chose de plus précieux. Vous m'avez appris une chose précieuse cette nuit-là, que je ne peux compter que sur moi-même, que ma valeur ne dépend pas de qui m'épouse ou de quelle famille je viens. Il acquiesça lentement, les yeux brillants de larmes contenues. Je suis fière de ce que tu es devenu. Thomas m'a raconté ton succès à Lyon, ta carrière, ta vie, même si je n'y suis pour rien. Surtout parce que tu n'y es pour rien, corrigea-t-elle sans méchanceté, juste avec honnêteté. J'ai dû apprendre à me construire sans vous, et finalement c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ils restèrent assis 1 heure, parlant peu mais avec une franchise qu'ils n'avaient jamais eue. Pas de pardon complet, pas de réconciliation facile, juste une acceptation mutuelle que certaines blessures ne guérissent jamais totalement, mais qu'on peut apprendre à vivre avec. Quand ils se séparèrent devant le café, son père la serra maladroitement dans ses bras. « Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, je sais où vous trouver, » termina-t-elle. « Mais je n'aurai probablement jamais besoin. » Il hocha la tête, acceptant cette vérité amère, et s'éloigna dans la foule parisienne. Jade prit le TGV de 14 heures pour Lyon, le cœur plus léger qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle avait fermé la boucle, affronté ses démons et découvert qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. De retour dans son appartement lyonnais le soir même, elle se prépara un thé et s'installa sur son canapé avec un soupir de soulagement. Son téléphone vibra. Julien. De retour à Lyon saine et sauve, j'espère que le week-end n'a pas été trop éprouvant. Elle sourit et répondit « Éprouvant mais nécessaire, et la meilleure partie a été de te rencontrer. Dans ce cas, laisse-moi t'inviter à dîner cette semaine. Vendredi soir, je connais un petit restaurant italien incroyable dans le Vieux-Lyon. » Jade hésita 1 seconde, cette vieille peur de refaire confiance tentant de la retenir. Puis, elle pensa à la femme qu'elle était devenue, celle qui avait survécu et prospéré, celle qui méritait une seconde chance au bonheur. Vendredi soir parfait. Envoie-moi l'adresse. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans une douceur inattendue. Julien et elle se virent régulièrement, des dîners qui s'étiraient jusqu'à minuit, des balades le long de la Saône, des discussions passionnées sur l'art et la vie. Pas de précipitation, pas de promesses extravagantes, juste 2 personnes qui apprenaient à se connaître sans masque ni mensonge. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main dans les rues illuminées de la Croix-Rousse, Julien s'arrêta et la regarda sérieusement. « Je ne cherche rien de compliqué, Jade, juste à connaître une femme fascinante et voir où ça nous mène. C'est exactement ce que je veux aussi, » répondit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. 6 mois s'écoulèrent, comme un rêve éveillé dont Jade n'aurait jamais osé imaginer le scénario. L'automne lyonnais peignait la ville de teintes dorées et rousses, tandis qu'elle traversait chaque jour avec une légèreté qu'elle croyait perdue à jamais. Sa carrière explosait dans des proportions qui dépassaient ses espérances les plus folles. Elle dirigeait maintenant une équipe de 15 designers talentueux, voyageait pour des conférences internationales à Berlin, Amsterdam et Londres, donnait des interviews dans des magazines spécialisés qui la présentaient comme une figure montante du design UX français. Son appartement de la Croix-Rousse était devenu un véritable chez-soi, lumineux et chaleureux, rempli de plantes qui prospéraient sous ses soins attentifs et de photos encadrées qui racontaient sa nouvelle vie. Une vie qu'elle avait construite pierre par pierre, sans compromis, sans raccourcis achetés par l'argent familial ou les connexions douteuses. Julien et elle avançaient ensemble avec une lenteur délibérée et saine, apprenant à se connaître vraiment,
sans précipitation ni faux-semblant. Il respectait ses silences quand les souvenirs devenaient trop lourds, elle admirait sa patience quand elle reculait par peur de retomber dans les pièges du passé. Ils passaient leurs week-ends à explorer les villages de la région Rhône-Alpes, cuisinaient ensemble dans l'appartement de Jade, riaient jusqu'à en avoir mal au ventre devant des films stupides. C'était simple, authentique, réel, tout ce qu'elle n'avait jamais eu avec Alexandre. Un matin de novembre, alors qu'elle vérifiait ses emails en buvant son café, Jade reçut un faire-part qu'elle n'attendait pas. Alexandre et Mia annoncèrent la naissance de leur fille, Léa. 8 livres, en parfaite santé, une photo professionnelle du bébé emmailloté dans une couverture rose ornait le carton épais. Elle observa la photo quelques secondes, cherchant en elle une trace de douleur ou de regret. Elle ne trouva rien, juste une indifférence totale, presque surprenante. Ce chapitre était définitivement clos, rangé dans un coin poussiéreux de sa mémoire, où il ne pourrait plus jamais la blesser. Elle jeta le faire-part à la poubelle sans une once de nostalgie et se tourna vers son ordinateur, où l'attendait un projet révolutionnaire, une application de santé mentale destinée aux jeunes adultes en situation de crise. Un projet qui avait du sens, qui aiderait des milliers de personnes, qui portait son empreinte créative et son engagement sincère. Thomas l'appelait régulièrement, entretenant ce lien fraternel précieux qu'ils avaient réussi à préserver malgré le naufrage familial. Il lui annonça qu'Amélie était enceinte, qu'ils attendaient un garçon pour le printemps, qu'ils aimeraient que Jade soit la marraine. Elle accepta avec une émotion qui la surprit elle-même, reconnaissante d'avoir au moins sauvé cette relation authentique des décombres de sa famille toxique. Ses parents tentaient parfois de renouer contact, des messages maladroits à Noël ou pour son anniversaire, des tentatives pathétiques de réparer l'irréparable. Jade répondait poliment mais sans chaleur, maintenant une distance de sécurité nécessaire à son équilibre. Elle leur avait pardonné dans le sens où elle ne leur en voulait plus activement, mais elle ne leur permettrait jamais de réintégrer sa vie. Certaines trahisons ne méritent pas de seconde chance. Un vendredi soir, alors qu'elle rentrait d'une journée particulièrement intense au bureau, elle trouva Julien qui l'attendait devant son immeuble, avec un bouquet de pivoines blanches. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, non pas de peur, mais de cette joie pure et simple qu'elle avait appris à accueillir sans méfiance. « Les pivoines en novembre ?» demanda-t-elle en souriant, émue qu'il se souvienne de ses fleurs préférées. « J'ai mes contacts », répondit-il mystérieusement. « Et j'avais envie de célébrer quelque chose. »« Quoi donc ?»« Toi. Nous. Le fait que tu m'aies laissé entrer dans ta vie. Le fait que je sois tombé amoureux de la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. » Jade sentit les larmes monter, mais cette fois c'était des larmes de bonheur. Ces larmes qu'on verse quand on réalise que la vie nous offre parfois des cadeaux inattendus après les tempêtes les plus violentes. « Je t'aime aussi, Julien, » murmura-t-elle en se jetant dans ses bras. « Et merci. » « De quoi ? De m'avoir montré que je méritais mieux. Que je méritais quelqu'un qui me choisit vraiment. » Ce soir-là, enlacés sur le canapé de Jade, ils parlèrent d'avenir, de projets communs, de possibilités infinies. Elle avait 31 ans, une carrière brillante, un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment, et surtout, elle avait elle-même cette version forte et lumineuse qu'elle avait forgée dans la douleur et la solitude. Sa revanche n'avait pas été éclatante ou théâtrale. Elle n'avait pas humilié publiquement ceux qui l'avaient trahi. Elle avait simplement construit une vie magnifique sans eux, prouvant que sa valeur n'avait jamais dépendu de leur validation. Et c'était la plus belle victoire qu'elle aurait pu imaginer. Jade sourit en regardant les lumières de Lyon scintiller par la fenêtre. Elle était enfin chez elle. Enfin libre. Enfin heureuse. Is that not a legendary? No, the ones that are shiny like that. Sorry, I didn't mean to cut you off. I think he might be a legendary though, but it is a Oh, boss fight. yes. That's what I meant. But, yeah, the ones that like glow like that, you can't catch them. Is he gone? He's probably gone. But yeah, the ones that are like super glowy, shiny, like literally hurt your eyes to look at, those ones are, you can't catch them. Yeah, you can't catch them, Yeah, unfortunately. it's like a little boss fight. Yeah, it just like gives, you fight them and then it gives you loot, but that's about it. I like this color way more, like this burgundy-ish, like brown, red, than the blue one that we have. I like this so much better. Oh. But there's only 2 chairs. Is there more on the back? I think there is. Yeah, there is. There's 2 more.
Yeah, get this, get this, get this. Hi, Kyrie. How are you? Hello, hello. Wishy-washy. What the hell? Look at my Pokemon just fucking sailing away by himself. I know, he looks majestic. He kind of does. He looks like the wait, what's his name? Lapis? Yeah, Lapras. Lapras. That's it. Okay, start flying and just fly directly south. Okay. A lot of water. I see another island, but it looks flat and like there's nothing on it. Yeah. There's not even a tree on it. There's nothing on it. There's some land eventually, it looks like, unless these are all just islands. It looks like another island. It is. It's a tiny, tiny, tiny island. Bruh, should we not be going south? Oh, I see something. I see something. Is that a ship? Whoa, yeah, it's a big ship. Ahoy, mateys. Is that a wild Gyarados? I just found a wild Gyarados. What? Really? Yep. Are you gonna catch it? Yep. What the heck, man? It better not have better stats than mine, man. I'll be pissed off. Oh my gosh, I'm stuck. Oh, what the heck? Ain't nothing down here, I don't think. What is this? An item that prevents any low-level wild Pokemon from jumping out at you for a while? What? I don't need that. There's a lot of water gems. You want a water gem? I don't need one. I have a bunch of ice gems. I don't even need ice gems. I have more. I don't even have an ice. I don't even have an ice Pokemon. I'll probably take the water ones low key. I think I'll. Ooh, pearl. Wait, I want that. Ooh, big pearls. Wait, these are gonna cost so much. These are like actually worth a lot of money, aren't they? The big pearls. Mm-hmm. Where did I see the? Oh, I swear I saw more of them. This one? No. Whatever.